À la une de l'actualité, le ni oui ni non du leader catalan. Il a adressé une lettre au président du gouvernement espagnol ce lundi alors que l'ultimatum lancé par Mariano Rajoy expirait. Mariano Rajoy lui avait demandé de clarifier sa position sur l'indépendance. Carles Puigdemont n'a rien clarifié. Il a invité le président du gouvernement à une rencontre et propose un délai de 2 mois pour discuter de la situation de la région. L'armée irakienne est entrée dans la ville de Kirkouk. Elle affirme avoir repris le contrôle de la plupart des bases militaires. Autre objectif, la reprise des puits de pétrole de cette ville, revendiquée par les Kurdes qui souhaitent l'intégrer dans leur région depuis le référendum sur l'indépendance fin septembre. Les élections législatives en Autriche, selon les projections, le jeune conservateur Sebastian Kurz a remporté le scrutin. Il devrait s'allier à l'extrême droite pour former une coalition, une première depuis 2000. Soyez les bienvenus sur France 24. La réponse de Carles Puigdemont à Mariano Rajoy, le président du gouvernement espagnol, avait lancé un ultimatum au leader catalan pour qu'il clarifie ses positions sur l'indépendance de sa région. Mais Carles Puigdemont n'a rien clarifié. Il tend la main au président du gouvernement pour une rencontre et des discussions et propose un délai de 2 mois pour négocier. Nous retrouvons tout de suite sur ce plateau Caroline de Camaret qui nous a rejoint. Caroline, Carles Puigdemont n'a toujours pas répondu. Voilà, alors c'est un peu, je renvoie la balle dans l'autre camp et de façon assez systématique. Alors, dernier épisode en date, en effet, Mariano Rajoy demande des clarifications. Est-ce qu'il s'est agi d'une déclaration d'indépendance du président catalan à la suite du fameux référendum interdit du 1er octobre ou pas, puisqu'il a parlé d'une déclaration suspendue. Et alors, on ne répond pas non plus clairement. C'est un jeu de ping-pong, on le disait. Maintenant que Madrid a repassé la balle dans l'autre camp, on refile le bébé, eh bien, c'est au président catalan de dire, il ne précise pas de quoi il s'agit, quelle est la nature de cette déclaration pour que... Il faut bien préciser pourquoi. Pour que finalement Mariano Rajoy ne puisse pas enclencher l'article qui permettrait de mettre une mainmise sur la Catalogne, l'article 155. Mais en revanche, il dit nous avons 2 mois pour amorcer le dialogue. Alors c'est vrai qu'il y a une pression à la fois de l'opinion publique catalane et espagnole, mais aussi de la communauté internationale maintenant qui pousse les 2 hommes à plus de dialogue, puisque on considère que maintenant, la résolution de cette problématique ne sera pas forcément uniquement juridique, comme l'a voulu jusqu'à présent le chef conservateur du gouvernement espagnol, mais aussi politique et qu'il faudra bien se mettre un jour à la table des négociations. Alors, on retrouve tout de suite notre correspondante à Madrid, Mélina Huet. Mélina, on attend incessamment une intervention, celle de la vice-présidente du gouvernement espagnol. À quelle réaction faut-il s'attendre ? Bien, la réaction, a priori, ne changera pas par rapport à celle de la semaine passée et puis de tout le mois de septembre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Carles Puigdemont a refusé de s'exprimer clairement, oui ou non, il y a eu déclaration d'indépendance, non, il n'y a pas eu déclaration d'indépendance, c'est considéré par Madrid comme de fait une déclaration d'indépendance, qu'elle soit différée ou immédiate. Donc la déclaration de Soraya Sáenz de Santamaría, qui est la numéro 2 du gouvernement, viendra probablement conforter le fait qu'il y a un refus du dialogue de Madrid à partir du moment où Carles Puigdemont n'enterre pas définitivement sa déclaration d'indépendance, puisque de fait il est en position hors la loi. Selon le gouvernement de Madrid, il est hors de l'état de droit. Donc pas question de dialoguer avec Carles Puigdemont jusqu'à un enterrement définitif de cette déclaration d'indépendance. Merci beaucoup Mélina Huet et on prendra bien évidemment en direct sur notre antenne l'intervention de la vice-présidente du gouvernement espagnol qui doit s'exprimer dans quelques instants. Après avoir reconquis Mossoul, l'armée irakienne se bat pour récupérer Kirkouk, ville pétrolière revendiquée par les Kurdes après leur référendum sur l'indépendance. Des échanges de tirs ont été entendus entre l'armée et les combattants kurdes après 3 jours de face-à-face tendus. Olivier Boulinck. Des soldats kurdes prêts à se battre, à défendre Kirkouk. Des tirs de roquettes ont été échangés avec l'armée irakienne dans la nuit. Les Irakiens ont changé de cible. Ce sont les Kurdes leur nouvelle cible, et non plus Daesh. Au sud de Kirkouk, l'armée irakienne s'est mise en mouvement pour reprendre la ville. Résultat de négociations qui ont échoué,
les dirigeants kurdes refusent d'annuler le référendum du 25 septembre sur l'indépendance du Kurdistan irakien, une condition sine qua non à toute discussion selon Bagdad. Le gouvernement irakien a donc décidé de passer à l'offensive armée. Le but, reprendre Kirkouk, mais aussi une base militaire et plusieurs champs pétrolifères. Ces derniers, tenus par les Peshmerga depuis 3 ans, représentent un enjeu crucial puisqu'ils concentrent 40% des exportations en pétrole du Kurdistan. La bataille pour la reconquête de Raqqa entre dans sa phase finale. C'est ce qu'ont déclaré les combattants des forces démocratiques syriennes. 90% de la ville a été reprise aux djihadistes du groupe État islamique. 3000 civils ont fui la ville samedi après un accord conclu avec les forces kurdes. Ils ont rejoint des zones contrôlées par les forces démocratiques syriennes. Quelques 275 combattants syriens du groupe terroriste ont également pu quitter la ville en vertu de cet accord. Par ailleurs, les combattants étrangers n'ont pas été autorisés à partir. Ils ont le choix entre se battre ou se rendre. Un bilan à la hausse en Somalie après l'attaque meurtrière de samedi. Au moins 300 personnes ont été tuées et 300 blessées dans un violent attentat au camion piégé dans le centre de la capitale Mogadiscio. C'est l'attaque la plus meurtrière de l'histoire du pays. Le président somalien a décrété un deuil national de 3 jours. Dans l'actualité également, un nom, Sebastian Kurz. Selon des projections, ce jeune conservateur autrichien de 31 ans a remporté les élections législatives de son pays. Il pourrait bien s'allier avec l'extrême droite, arrivé à 3e pour former une coalition, une première depuis 2000. Julien Cheida. À tout juste 31 ans, Sebastian Kurz promet du changement, à commencer par la question migratoire. Je peux vous promettre aujourd'hui que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin aux abus des immigrants dans notre système d'aide sociale, afin qu'ils soient accessibles à tous ceux qui en ont besoin dans notre pays. Au cœur de l'été 2015, l'Autriche voit des dizaines de milliers de migrants frapper à sa porte. Alors ministre des Affaires étrangères, Sebastian Kurz critique la politique d'ouverture aux réfugiés d'Angela Merkel et se vante d'avoir fermé les frontières autrichiennes. Une ligne dure qui pourrait bien être le credo du probable futur chancelier. Être sauvé des eaux de la mer Méditerranée ne doit pas être considéré comme un ticket d'entrée pour l'Europe. L'Italie a besoin de notre solidarité, mais cela doit être une solidarité juste. Nous devons aider l'Italie à fermer la route de la Méditerranée. Son discours flirte avec l'extrême droite. Sebastian Kurz assume. Arrivé 3e de ces élections, le FPE a de fortes probabilités d'entrer au gouvernement. Son leader aurait déjà demandé des ministères de l'Intérieur et de la Justice. Dans les rangs du Parti conservateur, certains militants s'inquiètent de cette éventuelle alliance. J'espère que l'Autriche pourra réduire son chômage, que nous parviendrons à intégrer les réfugiés et que ce nouveau gouvernement portera davantage sur l'unité que sur la division. Je préfère une alliance avec les socialistes plutôt qu'avec l'extrême droite. Vu d'Europe, ces élections sont scrutées de près par la Hongrie de Viktor Orban, partisan lui aussi d'une ligne nationaliste très dure vis-à-vis des étrangers. En France, le chef de l'État maintient le cap. Emmanuel Macron a donné sa première interview télévisée depuis son élection, une interview qui se voulait pédagogique. Le président a tenté d'expliquer ses réformes. Cet entretien de plus d'1 heure était aussi l'occasion pour Emmanuel Macron de se défaire de certaines étiquettes comme celle du président des riches. Les précisions avec Kevin Battista. Première interview télévisée et première mise au point pour Emmanuel Macron qui défend son style. Écoutez, j'ai pris la décision de ne pas avoir une présidence bavarde, de ne pas parler tout le temps parce qu'il faut que la parole présidentielle garde de la solennité. Et parce qu'il faut aussi que le Premier ministre, les ministres, le gouvernement dans son ensemble déploie une parole, une action, s'exprime, le Parlement. Et il était nécessaire de, je crois, revenir à certains usages. Alors que la réforme du travail qu'il porte ne fait pas l'unanimité, le président de la République veut continuer d'aller vite, en dépit des manifestations. La politique économique que le gouvernement met en œuvre a plusieurs composantes. La première, c'est de répondre aux nécessités du monde du travail. Ce sont ces fameuses ordonnances qui ont été signées, qui sont aujourd'hui en œuvre. En application ? Les décrets, dans leur totalité, seront pris d'ici la fin de l'année. Donc toute cette réforme sera applicable au 1er janvier. Récemment critiqué pour son image de président des riches, Emmanuel Macron assume
Il veut réformer l'impôt sur la fortune. Nous n'arriverons pas si nous ne sortons pas de cette jalousie où on n'aime pas la réussite, et nous n'arriverons pas si on ne favorise pas l'investissement dans l'économie française. Et à quoi je me suis engagé? Je me suis engagé à ce que celles et ceux qui réussissent et qui réinvestissent dans l'économie française ne soient pas assujettis à l'ISF. Pendant 1 heure, le président aura défendu sa politique, avec l'espoir peut-être que cette intervention le fera redécoller dans les sondages. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous sur France 24 et n'hésitez pas à jeter un œil sur notre site internet france24.com. Restez avec nous. Nous allons prendre en direct la vice-présidente du gouvernement espagnol qui doit s'exprimer dans quelques instants. Je vous rappelle que le président de la région catalane n'a pas clarifié sa position et l'ultimatum posé par le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, expire aujourd'hui. Restez avec nous sur France 24.